Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce direct pour parler du CEAT, le Centre européen d'arrêt du tabac par l'hypnose. Nous sommes dans les locaux du CEAT et pendant une heure, Corinne Saillet va répondre à toutes vos questions. On a aussi Franck qui est en régie et qui va noter vos questions au fur et à mesure pour qu'on puisse y répondre. Toutes les questions sur le sevrage tabagique pour l'arrêt du tabac par l'hypnose. Bonjour Corinne. Bonjour Sandrine et bienvenue au centre, ravie de vous accueillir. Merci. Comme vous le savez, on entend beaucoup parler, dans quelques jours, on est au mois de novembre, et depuis quelques années, 2016 précisément, c'est le mois sans tabac. Alors avant de parler du CEAT, avant de présenter le CEAT, Corinne, qu'est-ce que vous pensez de ce mois sans tabac ? Super question Sandrine, merci. Qu'est-ce que je pense du mois sans tabac ? Alors, je vais faire une question, comme on dit, vous savez, un peu à la normande. À la fois, je trouve ça absolument génial qu'il y ait un mois sans tabac, qu'on parle du sevrage tabagique, qu'on parle des effets, des bienfaits d'arrêter de fumer. Et à la fois, j'ai envie de dire, alors je vais utiliser un mot que je vais mettre entre guillemets, que je trouve ça un peu pitoyable. C'est-à-dire qu'on est un mois comme ça, et seulement un mois dans l'année, où effectivement, on s'occupe vraiment des fumeurs et de leur santé pour les accompagner. Alors effectivement, on entend beaucoup de choses sur le mois sans tabac, c'est ce qu'il faut faire, comment, etc., les patchs, les solutions. Un mois sans tabac, super, mais pourquoi qu'un mois en fait sans tabac ? Alors effectivement, dans la publicité, on dit si vous avez arrêté un mois, vous avez plus de chances d'arrêter sur du plus long terme, oui ou non ? Donc à un moment donné, je trouve ça à la fois génial qu'on fasse un zoom sur les méfaits du tabac et en même temps, je trouve ça très dommageable qu'on s'en occupe qu'un mois dans l'année. Je comprends. Alors sans plus attendre maintenant, rentrons dans le vif du sujet, ce sujet du sevrage tabagique et comment se délivrer de cette fameuse cigarette. Pouvez-vous déjà, Corinne, nous expliquer en quelques mots comment est né le Centre européen d'arrêt du tabac par l'hypnose ? C'est le tout premier du genre, je crois, en France. Tout à fait. Il n'y en a qu'un qui regroupe un certain nombre de praticiens qui sont experts en sevrage tabagique. Alors la genèse un petit peu de ce projet, c'est à la fois quelque chose de très sérieux et à la fois quelque chose qui est parti d'un petit délire en fait, pour être tout à fait honnête. Alors très sérieux parce que je suis une ancienne fumeuse. J'ai arrêté de fumer pendant 10 ans et puis les circonstances de vie ont fait que j'ai repris la cigarette, bonne excuse pour reprendre. Et puis malheureusement, il y a maintenant, ça fait 5 ans et demi, un ami très proche qui est décédé des conséquences du tabac, cancer des poumons foudroyant. Et là, j'ai pris une petite claque quand même, voire une grosse claque, parce qu'il laissait une femme et des enfants. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, t'as repris ta cigarette, t'es en train d'entretenir un peu ton cancer, t'as pas forcément envie de laisser des enfants orphelines. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais vraiment travailler ce sujet de l'arrêt du tabac par l'hypnose. Et puis, un jour, je donne une formation avec des stagiaires. C'était une formation, je crois, en auto-hypnose. Et puis, fin de formation, on se retrouve, on va manger ensemble. Et puis là, on se prend un petit délire, en fait, entre potes, on va dire. Voilà, et puis c'était, tiens, toi, tu t'appelles la Gauloise, toi, c'est Peter, toi, c'est Steve Hunt. Et puis, c'est parti un petit peu comme ça, avec cette envie de toutes ces personnes qui se formaient à l'hypnose, à la pratique de l'hypnose, de dire voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour aider vraiment et pour accompagner tous ces fumeurs. Moi, il s'avérait qu'en cabinet, ça devenait être compliqué de recevoir toutes les demandes de sevrage tabagique, en plus du reste. Et puis, on s'est dit, tiens, et si on ouvrait un centre qui regroupait que des experts en hypnose sur le sevrage tabagique. Donc, c'était un petit peu un délire entre nous. Et au final, en sortant de ce restaurant, je me suis dit, mais en fait, l'idée, elle est super intéressante. Et c'est comme ça, en fait, que le projet est né et que on l'a mené jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture qui a eu lieu depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ok. Donc, vous nous avez parlé de formation en hypnose. Vous êtes toujours formatrice actuellement ? Plus que jamais, oui. Je suis formatrice en hypnose, alors hypnose ericksonienne, qui vient de Milton Erickson, qui est le père fondateur de cette hypnose, en hypnose spirituelle et avec les spécialisations gestion du poids notamment, enfants et adolescents, en magnétisme, hypnomagnétisme. Voilà, donc j'ai ouvert mon école de formation qui s'appelle Hypnotise et qui, dont les formations ont lieu ici même, d'ailleurs, dans le centre. D'accord. Pour que les personnes qui nous regardent d'ailleurs vous connaissent un petit peu mieux, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, ok. Donc en fait, moi j'ai un parcours peut-être un peu atypique. Je suis assistante sociale de formation.
J'ai beaucoup travaillé avec le public en difficulté, notamment avec les personnes handicapées pendant des années, et puis après en difficulté sociale. Et puis j'ai fini, entre guillemets, ma carrière dans le service social auprès des jeunes en difficulté, des adolescents dans un internat d'accueil. Et puis j'ai fait un revirement à 180 et j'ai monté ma propre compagnie de théâtre. C'était un rêve d'enfant en fait, c'était d'avoir ma compagnie de théâtre, d'être metteur en scène, prof de théâtre, ce que j'ai fait pendant 12 ans. Et puis, je suis tombée dans la marmite de l'hypnose. Mais je vais vraiment dire tomber dans la marmite de l'hypnose parce que je suis allée voir un spectacle d'hypnose et puis en sortant de ce spectacle, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est absolument dingue. J'y crois à peine, je ne sais pas trop. Et j'ai trouvé que le meilleur moyen de comprendre, c'était de se former. Carrément d'aller à leur source. Et c'est comme ça que l'aventure en hypnose a commencé. Hypnose de spectacle et hypnothérapie. Et puis, voilà, ça prend la main, le bras, et puis on plonge dedans, et puis jusqu'à l'ouverture du cabinet. Et maintenant, je consacre complètement ma vie à l'hypnose. Je suis hypnothérapeute, formatrice, et il y a le centre aujourd'hui qui existe et qui fonctionne bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, vous nous parlez d'hypnose, et sujet fort intéressant, mais je pense que les personnes en général connaissent beaucoup plus l'hypnose de spectacle que vous avez évoqué également, mais beaucoup moins bien l'hypnothérapie. On a souvent assisté à des spectacles comme celui de Monsieur Mesmer par exemple. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus d'hypnothérapie et des différences peut-être avec l'hypnose de spectacle? Qu'est-ce que c'est l'hypnose et comment ça fonctionne surtout? Vaste sujet, on pourrait en parler des heures. Alors effectivement, la différence fondamentale entre l'hypnothérapie et l'hypnose de spectacle, c'est que l'hypnose de spectacle, c'est pour faire le show. Donc c'est vraiment de l'hypnose speed, instantanée, flash. Il y a 15% de la population environ qui est réceptive, qui est très réceptive à l'hypnose et qui peut participer à une hypnose de spectacle. Effectivement, quand on voit Monsieur Mesmer qui fait 1, 2, 3, tu dors, et les personnes floupent, qui vraiment lâchent prise. Alors petite précision, en hypnose de spectacle comme en hypnothérapie, on ne dort pas. C'est un état de profonde détente en fait. C'est pas du tout une perte de conscience, on perd pas tous ses moyens, on perd pas le contrôle de ce qu'on est, de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit. C'est vraiment un état de détente. Et les deux, en hypnose de spectacle et en hypnothérapie, sont dans cet état de détente. Donc le rôle de l'hypnopraticien, qui va accompagner les personnes dans la résolution de ces difficultés, c'est effectivement d'accompagner la personne en état de détente. Quand on a un blocage, une difficulté, une problématique, quelque chose, en fait, c'est comme si on mettait une barrière entre le conscient et l'inconscient. Pour faire schématique, le conscient, c'est comme, voilà, je vais faire une analogie avec l'ordinateur. Le conscient, c'est comme la mémoire vive de notre ordinateur. Notre ordinateur, il tourne parce qu'il a des programmes, parce qu'il est mis en place. Si j'allume mon ordinateur et que j'ai décidé de mettre en écran de veille, par exemple, une super plage ensoleillée, paradisiaque, etc., à chaque fois que je vais allumer l'ordinateur, ce sera cette image-là. L'inconscient, c'est le disque dur interne de l'ordinateur. C'est lui, en fait, qui a tous les programmes. Donc, à un moment donné, si j'ouvre mon ordinateur sur ma belle plage et que j'en ai marre de voir cette belle plage, le seul moyen de modifier cette image, c'est d'aller travailler dans le disque dur interne, donc dans l'inconscient, pour aller modifier le programme et mettre une nouvelle image. C'est exactement comme ça que fonctionne l'hypnose. Le conscient, il fonctionne avec les programmes qui ont été mis en place et il ne changera pas tout seul. C'est comme si c'était une zone de confort. Même si parfois cette zone de confort peut devenir complètement inconfortable. Mais si on veut la modifier, il faut aller travailler avec le chef d'orchestre, qui est l'inconscient. Et l'inconscient va modifier le programme, on va lui proposer d'autres solutions que la personne a déjà en elle, et ça va intégrer et modifier l'image du fond d'écran, en fait, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, on libère cette barrière entre le conscient et l'inconscient, la communication se refait, et on modifie les comportements qui peuvent être problématiques ou bloquants dans la vie du consultant. Ok. Alors, la grande question que je me pose, et je suis sûre de ne pas être la seule à me la poser, est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est réceptif? Alors, à la question, est-ce que tout le monde est réceptif? J'ai envie de vous répondre, est-ce que tout le monde est capable de se détendre? Alors, pour certaines personnes, les gens vont dire « Non, non, moi je me détends jamais, je lâche pas prise, je suis tout le temps sous contrôle. » Si, forcément, on se détend à un moment donné dans la journée, au minimum quand on s'endort, où là, il y a quand même une détente, même si parfois le sommeil est compliqué. En hypnose de spectacle, 15% de la population réceptive, hyper réceptive. En hypnothérapie, c'est 100%.
Les techniques de l'hypnose, les techniques du praticien en hypnose vont amener la personne par la parole, par la détente, par des images agréables, par des suggestions, par tout un tas de techniques qui seraient un peu trop longues à développer ici, à aller dans cet état de détente. Une fois que cet état de détente est installé, c'est l'inconscient qui prend le relais, c'est un état d'hyperconscience et là, on va pouvoir travailler en profondeur pour accompagner le consultant à ses propres changements. Donc oui, en hypnothérapie, 100% des gens peuvent accéder à cet état de changement. J'ai envie de dire que la seule chose, c'est d'en avoir envie. Parce qu'effectivement, la personne qui vient et qui dit bah moi il faut que, je ne sais pas, alors là je ne vais pas parler tout de suite de tabac, mais il faut que je sois moins en colère, mais qu'elle n'a pas du tout envie d'être moins en colère parce que c'est son fonctionnement et ça lui plaît finalement d'être un peu agressif et un peu en colère, elle ne changera pas. Il faut qu'il y ait une volonté de changement. Après, en cabinet, dans le cabinet d'un praticien en hypnose, quand les personnes viennent, généralement, c'est parce qu'elles ont envie que ça change, que leur situation leur pèse trop lourd, qu'elle est trop bloquante, etc. Et du coup, il y a zéro raison de résister. Et ça, les gens le savent parce que sinon, très concrètement, ils perdent du temps, de l'argent, l'argent de leur consultation. Donc oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est fascinant. À vous écouter, en fait, finalement, quel que soit le problème que l'on rencontre, on peut régler les choses par l'hypnose. Vous êtes un peu des magiciens, non? Alors non, attention, je vais lever la barrière. Okay. Non, nous ne sommes pas des magiciens. Non, nous n'avons ni baguette magique, ni grimoire, ni potion magique. Ce n'est pas nous qui faisons changer les gens. Ce sont les gens qui vont changer eux-mêmes. En fait, j'ai envie de dire que chacun d'entre nous est le propre magicien de son changement. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous, dans ce fameux inconscient, toutes les ressources et toutes les solutions pour modifier nous-mêmes notre problème. Donc le praticien, il est là pour accompagner, il est fédérateur de changement. Il joue un petit peu le rôle de médiateur pour aller faire comprendre à l'inconscient, peut-être que quand il a mis en place cette phobie, j'ai donné cet exemple-là, c'était pour protéger le consultant de quelque chose. Peut-être parce qu'il a été attaqué par un chien, ou peut-être parce que le chien c'est synonyme de danger, parce qu'on lui a dit depuis tous les petits, attention, t'approches pas du chien, il est super dangereux. Donc il déclenche une mesure de protection. Il suffit en fait, avec l'état de détente, d'hypnose, d'aller expliquer à l'inconscient que c'est super gentil d'avoir mis en place cette protection, mais qu'on peut faire autrement et qu'il y a d'autres solutions que d'être complètement terrorisé et phobique du chien. Donc, ce n'est pas nous qui faisons, c'est vraiment le consultant qui a lui-même ses propres ressources et ses propres capacités et ses propres clés. Ma clé à moi, ce n'est pas celle de mon consultant en face, même si peut-être dans ma vie, j'ai eu une phobie des chiens à un moment donné. Mais ma solution, ce n'est pas celle de l'autre. On est tous des êtres humains tellement différents avec nos problématiques. Donc non, nous ne sommes pas magiciens. Les gens qui arrivent dans notre cabinet en disant « vous allez me faire mincir de 25 kilos », non, moi je ne vais rien du tout. Moi, j'ai eu un jour quelqu'un qui est arrivé avec 25 kilos dont il voulait s'alléger et qui m'a dit « Ok, vous avez fait maigrir mon cousin, la coiffeuse, etc. Vous allez faire la même chose avec moi, mais attention, par contre, moi, je veux continuer à manger des hamburgers et des pizzas à tous les repas. » Alors là, effectivement, j'aurais pu sortir ma baguette magique que j'ai pas. Je sais pas faire. Je sais pas faire de la magie, mais par contre, effectivement, je suis là, moi, pour générer le changement et permettre à la personne d'y accéder, tout simplement. Merci. On pourrait en parler pendant des heures, surtout avec la passion qui vous anime. Mais je vous invite à revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, oui. C'est-à-dire la cigarette, le tabac, la consommation de tabac. Que pensez-vous donc de l'addiction à la nicotine ? Oh, gros sujet, l'addiction à la nicotine. Alors, au risque d'en heurter certains, ou peut-être d'avoir des leviers de bouclier, il n'y a pas d'addiction à la nicotine. Il n'y a pas d'addiction au produit. Ce n'est pas un produit addictif. Pour vous donner un petit exemple très simple, j'ai personnellement jamais vu, et j'ai pas vécu, moi, en tant qu'ancienne fumeuse, une crise de manque de ma cigarette. C'est-à-dire que je dors la nuit, je pouvais dormir 7-8 heures, j'ai pas mon corps qui me réveille en sueur, en train de trembler, ou en me disant « Oh là là, il faut absolument que je prenne ma dose de nicotine ». Un héroïnomane, par exemple, lui, il a un manque physique de son produit addictif, à tel point qu'un héroïnomane, toutes les 2 heures, son corps va lui demander ce produit. Là, on peut vraiment parler d'addiction. Il y a un petit schéma qui doit passer, je crois, sur vos écrans, qui va vous expliquer simplement ce que c'est que cette nicotine.
Donc la nicotine, en fait, c'est simple. Quand on fume sa cigarette, on a ce shoot de nicotine qui arrive et il met à peu près 7 à 10 secondes pour arriver au cerveau par les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce produit, la nicotine, va pirater le réseau cérébral d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. Alors, je vais faire très simple et très rapide, parce que je ne veux pas non plus embêter et partir dans des choses trop scientifiques. Et la nicotine, elle va se fixer sur les capteurs nicotiniques à la place, en remplacement de cette acétylcholine. C'est toujours compliqué, les hormones, etc., c'est toujours des noms compliqués. Cette acétylcholine, en fait, elle existe elle a des vertus apaisantes. C'est par exemple ce neurotransmetteur qui est mis en place quand on fait du sport, dans le mouvement. Ça permet de mettre en fonctionnement les muscles et ça permet de libérer la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de la récompense. D'accord ? Mais comme la nicotine prend la place de cette acétylcholine, acétylcholine, ouais, c'est ça. C'est toujours barbare, ces noms, c'est incroyable. Comme elle prend la place, qu'est-ce que fait le cerveau? Ça déclenche la dopamine, donc fumer égale plaisir. C'est pas une dépendance, c'est fumer égale plaisir. Et puis les capteurs nicotiniques, ils sont modifiés, ils se multiplient. Plus on va fumer, moins ils deviennent sensibles à la nicotine, plus ils deviennent nombreux. Et du coup, il faut augmenter la dose. Et c'est pour ça qu'on a une sensation de manque. Parce que cette dopamine n'est plus générée de la même manière. Et elle est importante, la dopamine. La zone de plaisir, l'hormone de la récompense, elle est essentielle pour l'être humain. Et donc, du coup, on a cette sensation de manque qui va arriver, qui n'est pas due à la nicotine, mais c'est l'effet qu'elle a mis. Et du coup, fumer, ça devient un besoin. Et non pas parce qu'on est addict au produit, mais parce qu'on est addict à ce que ça déclenche chez nous. C'est vraiment très intéressant tout ça. Et en effet, pour avoir côtoyé des fumeurs, moi aussi, je les ai jamais vus faire une crise de manque quand ils ne pouvaient pas fumer, notamment la nuit. Mais par contre, ça semble vraiment dur d'arrêter. Pourtant, on sait tous les méfaits du tabac et on peut imaginer que c'est beaucoup mieux de stopper au regard de tous les dommages sur la santé, non ? Les dommages sur la santé, oui, sont énormes. Les méfaits de la cigarette, ils sont connus. N'oublions pas, alors je ne sais pas si les gens le savent vraiment, c'est que la cigarette, c'est 4000 substances toxiques. J'ai bien dit 4000. C'est-à-dire que dans ce petit tube-là blanc, avec ce petit bout jaune, il y a 4000 substances toxiques. Alors, pour faire très rapide, parce qu'on ne va pas développer toutes les 4000, il y a notamment dans la cigarette, il y a de l'arsenic. L'arsenic, Sandrine, je ne sais pas si vous connaissez, l'arsenic c'est un poison qui est quand même très puissant. L'arsenic, il a servi à l'époque, il y a très longtemps quand même, pour tuer les gens. L'arsenic, c'est un poison. Il y en a dans la dans la cigarette. Dans la nicotine, je passe. La nicotine, vous savez, à l'époque, elle était utilisée en Amérique du Sud pour tuer les rats dans les greniers à grains. Ah oui. Ah oui, c'est quand même un insecticide. C'est quand même pas très sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de l'ammoniac. Vous savez, ce produit qui sent très très fort là quand on nettoie, je ne sais pas si vous avez vos grands-mères nettoyer avec de l'ammoniac. Moi j'ai ce souvenir là de ma grand-mère qui nettoyait avec l'ammoniac, ça quand même ça sent très très fort et c'est extrêmement nocif aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a du butane. Le butane, ça sert à la combustion. Quand même, c'est un gaz qui sert à la combustion. On a de l'acétone. Alors l'acétone, on le connaît, vous savez, dans les dissolvants. C'est ce produit qui sent très très fort. Je ne sais pas si ça vous viendrait à l'idée de boire votre bouteille de dissolvant. Je ne suis pas convaincue. Et pourtant, les gens fument des cigarettes avec de l'acétone dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du goudron. Le goudron, vous savez, les routes sont faites en goudron. Cet asphalte-là, on a du goudron. Cette odeur très particulière, la noirceur de ce goudron, c'est aussi un produit qui est dans la cigarette. Il y a du plomb. Le plomb, c'est, vous savez, maintenant on a de l'essence sans plomb, mais à l'époque c'est quand même quelque chose qui fait rouler notre voiture, le plomb. Donc c'est quand même très problématique. On a du mercure dans la cigarette. Le mercure, c'est pareil, moi j'ai des souvenirs petites des fameux anciens thermomètres, avant qu'on ait les thermomètres qui prenaient sans avoir besoin d'être invasif comme il l'était à l'époque, dedans, ou sur les thermomètres qu'on mettait pour la température extérieure, il y avait du mercure. C'était un produit rouge, généralement. Et moi, je me souviens très très bien de mes parents disant « Attention, ne fais pas tomber le thermomètre parce qu'il y a du mercure dedans et c'est toxique. » Du mercure, il y en a dans la cigarette. Entre autres produits, comme je vous disais, il y a 4000 substances toxiques dans une cigarette.
Ça fait peur tout ça, bien sûr. Mais pourtant, on le sait. On sait à quel point c'est nocif, tous ces produits. On sait aussi que c'est pas terrible pour le porte-monnaie. Et pourtant, ça reste difficile. Alors pourquoi? Ah oui, pourquoi c'est difficile? Alors c'est difficile parce qu'on a beaucoup de croyances autour de la consommation de la cigarette et on a aussi du coup beaucoup de peur quand on décide d'arrêter de fumer. D'ailleurs très souvent, les fumeurs, si vous en avez encore dans votre entourage, c'est « bon allez, le 1er janvier j'arrête ». Puis le 1er janvier, on a une excuse pour pas arrêter. « Ah je vais arrêter à telle date ». Ah oui, finalement il y a les 50 ans de mon copain, donc peut-être que ça va pas être le bon moment pour arrêter. Il n'y a pas de bon moment, de toute façon on va toujours trouver des excuses. Pourquoi on a des excuses? Parce qu'on a des peurs. Mais ces peurs, ça va être par exemple, je vais grossir, je vais être stressée, je vais être en manque, ça va pas être agréable, comment je vais être. Et puis toutes les croyances de effectivement, je vais prendre du poids, toutes les croyances que c'est difficile. Et finalement, c'est difficile parce qu'on pense que ça l'est. Et puis malheureusement, on nous a dit que c'était difficile. On nous a dit, et on nous dit encore aujourd'hui, et ça fait partie du petit bémol que je mets sur le mois sans tabac, tu es addict à ta nicotine, donc tu es un toxico. Donc si tu es un toxico, ça va être compliqué d'arrêter. Parce que dans notre inconscient et dans l'inconscient collectif, on voit l'image de ce toxicomane à la télévision ou dans les films qui est en sevrage. Alors, généralement, il n'est pas en sevrage de nicotine, il est en sevrage d'héroïne et qui est là, qui tremble et qui va pas bien. Et ça, on l'enregistre comme quelque chose de vrai. Donc à partir du moment où on dit au fumeur, mon pauvre, t'es un drogué, lui, il enregistre que c'est un drogué. Donc, du coup, s'il est drogué, c'est compliqué. Donc, c'est toutes ces croyances et toutes ces peurs qui font que c'est difficile. Parce qu'effectivement, comme vous dites, on sait que c'est mauvais pour la santé. On sait qu'on a une chance sur 2 de mourir des conséquences du tabac. Une chance sur 2. On sait qu'on risque de développer un cancer. On sait que parmi toutes les maladies qui existent, qui sont engendrées par la cigarette. Et malgré ça, et en plus on dépense un argent absolument dingue. Aujourd'hui, le paquet de cigarettes, il est à 2 €. Donc quelqu'un qui va fumer un paquet de cigarettes par jour, il dépense 300 € par mois. C'est 3 600 par an. 3 600 €, on fait un beau voyage quand même. C'est vrai. C'est ça. Ah, je vois qu'il y a une... Franck me fait un signe, il y a une question visiblement. Alors... Allez, vous m'entendez bien? Alors, effectivement, j'ai une question moi d'Anna qui arrive par SMS. J'étais bloqué sur le téléphone. Alors, Anna a 44 ans et nous te pose la question. J'ai peur de prendre du poids en arrêtant de fumer. Comment je peux faire pour ne pas en prendre? Ok, alors c'est une des vraies peurs des gens qui veulent arrêter de fumer. Ils n'ont pas du tout, et on peut les comprendre, envie de prendre 10 ou 20 kilos comme cousin Roger, comme la tante Ursule, parce que on dit qu'on prend du poids quand on arrête de fumer. Alors pour être très clair, en effet, il peut y avoir une petite prise de poids à l'arrêt du tabac, que je vais vous expliquer, elle est de 2-3 kilos. 2-3 kilos quand on arrête de fumer. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a un métabolisme qui consomme du carburant, c'est les calories. Quand on fait ce geste plusieurs fois par jour, ce mouvement brûle des calories. Tous nos mouvements brûlent des calories. Le fait d'avaler de la fumée brûle des calories et le geste brûle des calories. Donc effectivement, on a ces mouvements en moins dans notre vie quand on arrête de fumer. Donc en gros, c'est 2-3 kilos qui peuvent être pris. Il suffit de compenser par 5-10 minutes de marche à pied en plus par jour. Il suffit de compenser en montant par les escaliers plutôt que de prendre les escalators. Il suffit ou de l'ascenseur. Et du coup, il n'y a aucune raison qu'il y ait une prise de poids. Qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir une prise de poids chez les personnes? On va revenir à la dopamine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête cette nicotine, d'accord, qui engendre la dopamine, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on arrête cette zone de récompense. Donc, quel est le moyen le plus facile de se récompenser, de se faire plaisir? C'est la nourriture. En plus, on est dans une société de consommation où la nourriture, elle est très facile d'accès. Déjà, mon frigo est rempli, mes placards sont pas remplis. Puis si jamais j'avais pas, je vais Allo livraison sur mon téléphone et c'est très facile de se faire livrer de la nourriture. Donc du coup, effectivement, pour éviter, c'est Anna, c'est ça qui pose la question. Je me trompe pas de prénom. Anna, pour éviter.
Ok. C'est ça. Pour éviter la prise de poids, eh ben, il suffit d'aller déclencher votre plaisir autrement que par la nourriture. Et il y en a plein des possibilités de se faire plaisir. C'est aller marcher dans la forêt, c'est promener son chien, c'est faire un câlin à son amoureux. C'est plein de choses qui peuvent être différentes. C'est écouter de la bonne musique et se mettre à danser dans son salon parce qu'on va déclencher de manière beaucoup plus naturelle et sans substances qui vont nous abîmer la santé ou abîmer le corps avec la prise de poids. Et ça permet simplement d'être serein et d'éviter cette prise de poids, tout simplement. Et c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on vous a dit, je vais pas vous dire l'expression « on est un », parce que je ne vais pas dire de gros mots là maintenant, mais on, c'est personne. C'est l'inconscient collectif qui a dit que. Eh ben, c'est pas parce que l'oncle Roger, il a pris 20 kilos que Anna, vous allez faire la même chose. Et si vous vous êtes persuadé que ça ne va pas arriver, ça n'arrivera pas. Tout simplement. Il y a une autre question, Franck, visiblement. Oui, alors, c'est... Ah oui, a priori, excusez-moi, Sébastien. Oui. Qui lui nous envoie par mail. J'ai déjà essayé d'arrêter de fumer il y a 2 ans. J'étais tellement exécrable que mon entourage m'a dit de reprendre. Alors je l'ai fait. Comment faire? Merci l'entourage. Petite excuse Sébastien pour reprendre, mon entourage me trouvait exécrable. Alors comment faire? En effet, toujours ce fameux on, dit que la cigarette détend, que la cigarette déstresse, que ça me calme, que ça me fait du bien. D'accord. Donc du coup, j'arrête, et bah du coup, ça m'énerve, je suis plus calme, j'ai plus mon petit doudou qui va me déstresser là. Ben, en fait, on va simplement faire une expérience très simple et si vous êtes devant votre écran, vous allez pouvoir la faire. Ce n'est pas la cigarette qui déstresse, c'est la manière dont on fume la cigarette. Je vous rappelle que dans cette cigarette, il y a 4000 substances toxiques. Et parmi ces 4000 substances toxiques, il y a des excitants. D'accord? Donc la cigarette et les produits que ce sont dedans ne sont pas des calmants, ce ne sont pas des agents déstressants. La manière dont vous fumez votre cigarette ressemble de manière absolument incroyable à la cohérence cardiaque. Alors qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? C'est la manière de respirer justement pour retrouver un calme intérieur, pour mettre en corrélation notre fréquence cardiaque et notre respiration. En respirant plus calmement, on abaisse le pouls, on abaisse la fréquence cardiaque et on se calme. On voit bien, quand on est dans son lit, le cœur il ralentit, il bat doucement. Quand on est détendu dans son canapé, c'est la même chose. Par contre, si on a un moment de stress, si on est pressé, etc., tac, 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 le cœur il bat plus vite. Alors comment je fume ma cigarette? Je prends ma cigarette et j'inspire. Et je bloque cette fumée à l'intérieur et je la souffle. Ce n'est ni plus ni moins que de la cohérence cardiaque. Si vous faites cet exercice de respiration, j'inspire pendant 5 secondes, je bloque 5 secondes et j'expire 5 secondes. C'est ça qui calme le fumeur. C'est pas son petit bâton avec tous ces produits qui le mettent en danger tous les jours. Donc, vous arrêtez de fumer, ok, pratiquez la cohérence cardiaque. 5 minutes, 3 fois par jour, et vous allez voir que vous aurez exactement les mêmes effets de déstressement, déstressage, d'antistress, c'est bien, antistress, que le fait de fumer votre cigarette. Donc effectivement, les fumeurs pensent réellement, et j'ai fait partie de ces fumeurs-là, et de ces gens qui pensaient que la cigarette, ça me faisait du bien, ça me détendait. Ben non, aujourd'hui, je respire avec la cohérence cardiaque quand j'ai des moments de stress ou des moments d'inquiétude ou des moments de speed et je suis aussi calme qu'au moment où j'allais me mettre mes grammes de nicotine et mon plomb et mon mercure et l'arsenic dans mon corps. Donc Sébastien, rassurez-vous, c'est pas la cigarette qui vous déstressez et si vous avez envie d'arrêter, vous pouvez arrêter sans avoir envie de tuer votre entourage. Donc vous pouvez pratiquer cette cohérence cardiaque. Merci beaucoup pour cet apport parce que ça c'est vraiment utilisable tout de suite et on sait à quel point la respiration aide d'une façon phénoménale à calmer le stress, donc vraiment c'est très intéressant. Quand on arrête la cigarette, oui. Est-ce qu'il y a des bénéfices immédiats? Parce que en fait, si on s'est intoxiqué pendant 20 ans, est-ce que réellement ça vaut le coup d'arrêter?
Mais que oui, Ouais. mais que oui, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que les personnes fument, le corps est une machine extraordinaire. Le corps, il est programmé pour aller bien. Notre corps, il est programmé pour être en bonne santé. Donc dès qu'on va arrêter de l'intoxiquer avec ces substances contenues dans cette charmante cigarette, tout de suite, il va y avoir une réaction. Donc je crois qu'il y a aussi un petit slide qui va passer là pour vous montrer un petit peu les effets. Déjà, au bout de 30 minutes, sans cigarette, la pression artérielle ralentit ainsi que le pouls. Donc le cœur. Donc effectivement, il y a déjà cet effet au bout de 30 minutes. Bon, si on en refume dans le foulée, ça va réaccélérer tout ça, parce que le corps, il est en lutte par rapport à ça. Au bout de 8 heures, déjà, le taux de monoxyde de carbone, il diminue de moitié. 8 heures, c'est rapide quand même. Et ça favorise le retour à la normale de l'oxygénation des cellules. Donc l'oxygène dans les cellules permet de régénérer les cellules. Les cellules qui peuvent être un peu malades, un peu chétives, un peu attaquées par ces substances toxiques. Et bien tout de suite, elles vont reprendre leur souffle et leur mieux-être. Entre 24 et 48 heures après l'arrêt de la cigarette, il n'y a plus de présence de nicotine dans le sang. Ça veut dire qu'on va recréer de la dopamine de manière naturelle. Repensez tout à l'heure à mon acétylcholine. Elle va reprendre la place. Au bout de 48 heures aussi, il y a déjà une amélioration et du goût et de l'odorat. Au bout de 72 heures, on respire déjà mieux. Bah oui, forcément, on ne met pas tout ce truc dans nos poumons, donc déjà 72 heures. Et puis après, au bout de 3-9 mois, on réaugmente sa capacité respiratoire. Au bout d'1 an, on réatteint le même taux de risque d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, que celui d'un non-fumeur. Au bout d'1 an. Donc c'est très rapide, donc ça peut-être fait 40 ans que je fume, mais au bout d'1 an, déjà j'ai moins de risque d'AVC. Au bout de 5 ans, le risque de crise cardiaque est 2 fois moins élevé que celui d'un fumeur. C'est très rapide en fait. On se dit 5 ans c'est beaucoup, mais non, quand j'ai 50 ans et que ça fait 20 ans que je fume, il nous reste encore quelques années à vivre. Autant les vivre dans des bonnes conditions. Et au bout de 10 ans, c'est le risque de cancer du poumon notamment, il est 2 fois moins élevé que celui d'un fumeur, tout simplement. Donc oui, bien sûr, il y a tout de suite des bénéfices. Et à partir du moment où on arrête d'intoxiquer son corps va reprendre vie, va reprendre tout ce qui est sain à l'intérieur de lui, comme il est programmé. Les nouvelles cellules souches qu'on fabrique constamment vont venir remettre de la santé dans les cellules chétives, malades, etc. Et on va gagner des années de vie. Je pense que ça vaut le coup quand même. Donc, amis fumeurs, ce n'est pas trop tard et ça, c'est une super nouvelle. Bon, concrètement, j'ai pris conscience, je suis fumeuse, admettons, c'est pas le cas, mais admettons. J'ai pris conscience qu'il est temps que j'arrête de m'empoisonner. Oui. Je décide fermement de prendre les choses en main et de prendre un rendez-vous avec un praticien du SEAT. Quelles sont mes chances de réussite ? J'ai envie de dire quelle est votre envie d'arrêter de fumer, quelle est votre volonté d'arrêter de fumer, à combien vous l'estimez. Il faut vraiment retenir une chose, c'est que le fumeur, la personne qui fume, qui a vraiment l'envie d'arrêter et la volonté, elle va réussir à 100%. D'accord ? Les résultats aujourd'hui du centre, en arrêt du tabac, on est à des résultats qui avoisinent les 95% de réussite en une séance. Les 5 pour me dire, mais 95, c'est pas 100. Bah ouais. S'il y a un hypnothérapeute aujourd'hui qui vous dit j'ai 100% de réussite d'arrêt dans le sevrage tabagique, c'est pas vrai, c'est faux. Ça peut pas être du 100%, tout simplement parce que dans les 5% de personnes restantes, il y a toujours ceux qui finalement sont encore en doute. Je sais qu'il faudrait, mais finalement, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Et puis ma cigarette plaisir du samedi soir quand je suis en soirée, et puis etc. Et puis il y a les personnes aussi qui viennent parce que le conjoint il en a marre. Mais j'en ai marre que tu fumes, va arrêter. Pourquoi vous venez ? Parce que mon conjoint, il en a marre que je sente la cigarette, etc. C'est pas sa motivation propre.
propre. Il faut vraiment que la personne, elle soit motivée. Mais aujourd'hui, voilà, nos statistiques sont à 95% d'arrêt. Alors, vous allez me dire, oui, mais le centre, il a ouvert il y a 1 an. Donc, sur 1 an, vous n'avez pas beaucoup de recul. Moi, la méthode, ça fait 5 ans que je l'utilise. Ça fait 5 ans qu'elle est mise en place au cabinet que j'ai, moi. Et je suis dans les mêmes taux de réussite 5 ans après. Et c'est absolument génial parce que j'ai beaucoup de gens. La date d'arrêt du tabac, pour les gens, elle est hyper importante. Et j'ai encore des gens qui, au bout de 5 ans, à la date anniversaire, moi je vous avoue que j'ai absolument pas, j'ai pas noté quel jour ils ont arrêté, eux ils le savent, à la date anniversaire, 5 ans après, j'ai un message disant Corinne, aujourd'hui c'est les 5 ans de mon arrêt du tabac, merci encore, je suis libérée, etc. Et là c'est juste, voilà, ça fait ma journée, voire ça fait mon mois parce que je trouve ça génial. Et c'est chouette d'avoir ces nouvelles comme ça de manière très régulière. Donc bon, il faut avoir envie, être motivé. Vous l'évaluez la motivation ? Ah oui, toujours. Alors, on va rentrer un peu plus précisément dans la méthode. En fait, du coup, Sandrine, si vous êtes d'accord, la personne qui va soit appeler le standard, soit prendre rendez-vous sur Doctolib pour un arrêt du tabac, la première chose qui va se passer pour elle, c'est qu'elle va avoir un premier contact téléphonique avec le praticien expert en sevrage tabagique qui va l'accompagner de A à Z. Ce premier entretien téléphonique, il est fait pour évaluer la motivation de la personne. C'est-à-dire que les praticiens, ils sont formés dans l'expertise aussi par téléphone pour savoir, voilà, votre motivation c'est quoi. Enfin, ils ont toutes les billes, je ne vais pas là vous dévoiler tout un entretien, mais et ils évaluent la motivation. Si la personne, le praticien voit dans son expertise qu'elle n'est pas suffisamment motivée, elle n'aura pas de rendez-vous. Très clairement, au centre, on est là pour faire du qualitatif, pas du quantitatif. Donc, on va proposer à la personne, parfois le praticien évalue qu'il y a autre chose à travailler avant. Peut-être que la personne, voilà, elle va parler beaucoup d'un deuil ou d'un traumatisme, etc. Et que c'est vraiment quelque chose qui est très très fort chez elle et très puissant. Et c'est peut-être cette problématique qu'il va falloir travailler avant d'envisager d'enlever la béquille tabac. Le tabac, parfois, c'est une béquille, c'est ce qui permet aux gens de rester debout. Si on n'a pas, au préalable, accompagné la personne pour gérer sa problématique de fond, pour laquelle elle est très malheureuse, elle est bloquée, ça ne va pas du tout, on va lui enlever sa béquille, elle va se casser la figure, tout simplement. Donc ça, vraiment, le praticien l'évalue lors de cet entretien téléphonique et s'autorise à dire à la personne, c'est pas le moment, pas encore, il y a ça à travailler. Là, vous avez envie parce que votre femme, elle vous a menacé de vous foutre à la porte. C'est pas une motivation qui est suffisante parce qu'elle n'est pas personnelle, cette motivation. Donc la première étape, c'est l'évaluation et ensuite le rendez-vous est ou non validé. C'est pas automatique. Ah non, en effet. C'est pas comme les antibiotiques. Enfin si, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Alors, des praticiens en hypnose pour accompagner le sevrage tabagique, on en trouve, et j'ai envie de dire même de plus en plus. Vous appliquez tous la même méthode ? Non. On a certainement des choses. Alors, je ne connais pas tous les hypnothérapeutes qui pratiquent des méthodes de sevrage tabagique. J'en connais certains, je connais certaines méthodes. Moi, j'ai fait certaines formations en sevrage tabagique, en spécialisation dans différentes écoles et avec différentes personnes, justement pour aller voir un petit peu partout ce qui était mis en place, jusqu'au moment où moi j'ai mis en place la méthode qui, moi, me semblait la plus efficace, la plus efficiente pour les consultants. Il y a des praticiens qui vont faire un sevrage tabagique en 2, en 3 séances. Nous, on applique une méthode qui a été mise en place, comme je vous disais, depuis 5 ans, qui se module à chaque fois en fonction aussi du consultant, en fonction du praticien, en fonction de ce qu'il ressent, et qui se module aussi au fil des années, parce que parfois les consommations ne sont pas les mêmes au fil du temps qui passe. On est très étonné aujourd'hui d'ailleurs au centre, parce que le cœur de cible dans l'arrêt du tabac, c'était généralement du 45-60 ans. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes, voire de très jeunes, qui prennent rendez-vous du 19-26 ans. Des jeunes qui sont en train de prendre conscience effectivement que finalement c'est pas terrible leur consommation de cigarettes, qu'eux ils ont commencé à aller entre 13 et 14 ans, voire avant maintenant, pour faire comme les copains, etc. Et ils se rendent compte aujourd'hui que finalement ils ont du mal à s'en passer. Donc en fonction de la personne qu'on a en face de nous, elle s'adapte cette méthode. Donc je sais pas toutes les méthodes, je les connais pas toutes des hypnos, mais on a aussi chacun notre expertise et notre manière de traiter par rapport au sevrage tabagique. Et je rebondis alors sur ce que vous avez dit, Corinne. Quelles sont les spécificités de votre méthode ? Moi, j'ai envie de savoir.
Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'il faut garder quelques surprises aux personnes fumeuses qui vont prendre rendez-vous au centre pour cet arrêt tabac. La première chose, c'est cet entretien téléphonique. Ça, c'est vraiment absolument essentiel. Et cette évaluation de la motivation et aussi ce droit que l'expert en sevrage tabagique a de dire non. Je ne vous reçois pas, je ne vais pas vous prendre votre argent parce que je sais que c'est peine perdue, parce qu'il y a autre chose, parce que, etc. Enfin bon, bref. Après, il y a des gens qui insistent. Si, je veux. Ok. Je veux dire, on ne va pas non plus vexer les gens si vraiment les gens insistent. Mais ils sont mis en garde, en tout cas. Alors ensuite, si j'appelle aujourd'hui pour avoir un rendez-vous au centre, mais je n'aurai pas rendez-vous demain. Ah, quelle déception. Parce que les gens, quand ils décident d'arrêter de fumer, c'est maintenant. Ok. On s'est aperçu que il fallait du temps pour accéder à un changement. C'est un changement d'habitude. Alors, il y a 21 jours de préparation au centre. 21 jours durant lesquels le praticien, toujours le même, va accompagner la personne en lui envoyant 3 mails. Dans ces mails, il y a des documents à lire, il y a des prises de conscience de certaines choses. On parle de cohérence cardiaque dont on parlait tout à l'heure. On va proposer vraiment au consultant de faire cet exercice de cohérence cardiaque, d'aller le tester pour voir ce que ça fait effectivement. Et puis, on va commencer déjà à lui demander de changer quelques habitudes. Alors, je rassure tout le monde tout de suite, on ne demande pas aux gens qui prennent rendez-vous d'arrêter de fumer avant de venir au rendez-vous. Parce que sinon, ils font déjà le travail. Ils n'ont pas besoin de nous, finalement. Donc, du coup, ça va être, je vous donne un exemple très très simple. Un fumeur, généralement, il a une main privilégiée pour fumer, la main gauche, la main droite. Et quand on change de main, on n'est pas à l'aise. C'est exactement comme on a l'habitude d'écrire de la main gauche si on écrit de la main droite. Alors, mis à part si on est ambidextre, c'est vachement compliqué, on se sent maladroit. C'est la même chose avec une cigarette. Donc, on va demander à la personne qui souhaite arrêter de fumer qu'à partir de maintenant, au lieu de continuer à fumer, moi j'étais fumeuse de la main gauche, ça se voit, mais je suis gauchère, fumer de sa main gauche, elle veut fumer de sa main droite. On dit, ouais, ça sert à quoi? Ça sert déjà à montrer au cerveau qu'il y a un changement d'habitude. Il y a 85% des cigarettes qui sont fumées, qui sont des cigarettes à habitude, qui sont des cigarettes réflexes. Je monte dans ma voiture, j'allume ma cigarette, je bois mon café, je fume ma cigarette, je me lève, je fume ma cigarette. Je me pose même pas la question si j'ai envie ou si j'ai besoin. C'est juste que je suis conditionnée à le faire. C'est un conditionnement. C'est comme l'expérience de Pavlov avec les chiens qu'il faisait saliver avec la petite clochette. On est conditionné à allumer sa cigarette dans telle ou telle circonstance. Donc déjà, modifier les habitudes, ça va permettre de déjà transmettre un signal très fort au cerveau de dire « ça va changer ». Et c'est déjà en train de changer. Donc, il y a ces 21 jours de préparation. À l'issue de ces 21 jours de préparation, je vous donne qu'un petit exemple de ce qui était fait. Il y a plein de petites choses. Alors, oui, je vais rassurer tout le monde aussi. Quand je parle de 21 jours de préparation, il n'y a rien qui va vous prendre 2 heures dans la journée. On sait qu'on est tous occupés par des vies qui sont parfois trépidantes, surtout en région parisienne et quand on a des trajets, etc. Et que si on demande à la personne de passer 2 heures à faire quelque chose, elle ne le fera pas. On va être très honnête, moi, si on me disait tu as l'obligation pour telle chose de faire 2 heures ça, j'avoue que j'irais avec des freins, puis j'irais pas en fait, tout simplement. Donc c'est des petites choses qui vont prendre 5-10 minutes par jour. Alors, au lieu d'être 5-10 minutes sur Facebook, mais là, restez-y pour l'instant, vous allez faire ce petit exercice ou éprouver la cohérence cardiaque ou toute autre chose. Donc, à l'issue de ces 21 jours, il y a le rendez-vous en présentiel au centre à Paris avec le praticien que vous allez enfin rencontrer en vrai après l'avoir eu au téléphone et des échanges de mails. Et puis, il va y avoir 2 heures de séance. Alors j'ai bien compris, 21 jours de préparation, des petits exercices, des changements d'habitude, tout ça ok. Le jour de la séance, ça se passe comment? Parce que 2 heures, c'est long. Ça se passe bien. 2 heures d'hypnose? Non, pas 2 heures d'hypnose. Il y a toute une partie échange, déjà. Échange avec le consultant sur ses craintes, sur ses peurs, sur ses manques, sur comment il a vécu aussi ces 21 jours de préparation. C'est très étonnant, ou pas d'ailleurs, de voir que 70% des gens qui ont fait les 21 jours de préparation ont déjà d'eux-mêmes diminué leur consommation. Et il y a 5% des personnes qui ont déjà arrêté de fumer.
Alors qu'on leur a dit, vous continuez tout comme avant, enfin, sauf le changement de main, etc. Mais déjà, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a déjà des habitudes qui ont changé. Donc les cigarettes réflexes, il y en a certaines qui ont déjà disparu. Donc c'est assez surprenant. Et puis il va y avoir donc une alternance de discussion et de séances d'hypnose. Durant la séance, il y a 2 séances d'hypnose. Il y a vraiment 2 séances qu'on appelle les séances fauteuil, où la personne va être accompagnée dans cet état de détente et où le praticien, par rapport aussi aux craintes spécifiques, aux peurs, etc. de la personne, va accompagner pour aller faire avec lui ce travail de modification des perceptions, ce travail de déprogrammation. Alors ça peut passer par complètement ignorer la cigarette ou être dégoûté de la cigarette. Ça dépend aussi un peu de la demande aussi de la personne. Parce que qui connaît mieux son fond propre fonctionnant si c'est la personne elle-même? C'est pas nous, hein. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas magicien, on rentre pas dans le cerveau des gens, ça va, on a assez à faire avec le nôtre. Hein. Donc on sait pas. On ne connaît pas la personne. Ce n'est pas parce qu'on va discuter 1 heure avec elle qu'on va savoir qui elle est et comment elle fonctionne. Donc on va l'écouter déjà et puis on va travailler en fonction de ses peurs, ses craintes, etc. Lui faire prendre conscience. Et puis il y a une prise de conscience aussi de, je vais dire ça avec des guillemets, de la manipulation dont on a été victime ou de sont victimes, hein, les personnes qui fument par rapport aux industries du tabac, par rapport aux industries pharmaceutiques, par rapport aux croyances, par rapport aux publicités, par rapport, voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, pauvre petit fumeur qui est un drogué. Non, le fumeur n'est pas un drogué au sens de ce terme-là. Il a une dépendance à quelque chose qui lui apporte du plaisir. Mais la dépendance, elle est beaucoup plus ici dans la tête qu'elle n'est dans le corps. Puisque, je rappelle qu'au bout de 48 heures, 24-48 heures, il n'y a plus de présence de nicotine dans le sang. D'accord? Donc voilà, c'est un rendez-vous de 2 heures qui passe très très vite, hein, que ce soit pour le praticien et pour le consultant, qui alterne discussion, compréhension, lever les doutes, rassurer et 2 séances d'hypnose. Ok. Alors, il y a une question, pardon Sandrine, du coup, parce que vous ne voyez pas derrière vous, mais Franck lève le doigt, donc il doit y avoir une question. Alors, j'ai une question de Nathan V. Est-ce que la dose de nicotine dans le corps compte vraiment? Alors, le dosage de nicotine, alors, si Nathan pose cette question, je vais supposer qu'il va me parler de cigarettes électroniques. Parce qu'au final, la dose de nicotine dans une cigarette, hein, light, pas light, ça ne change pas grand-chose. Par contre, effectivement, la dose de nicotine dans une cigarette électronique, on peut la moduler. Alors, cigarette électronique, c'est encore un vaste sujet. D'ailleurs, j'avais reçu un SMS il y a 2 jours d'une personne qui me demandait justement de parler de la cigarette électronique. Elle trouvait que c'était une bonne méthode pour arrêter de fumer. Et du coup, me demandait ce que j'en pensais. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pense de la... Oui. Je te coupe, parce que c'était une question de Christian. Après 3 arrêts, à chaque fois, la première... non, pas du tout. C'était... Attends, où est-ce que je l'ai noté? Je l'ai vu. Il y avait une question sur la cigarette électronique. Ah oui, voilà. J'ai arrêté la cigarette et je fume la cigarette électronique. C'est une bonne méthode, je trouve. Qu'en pensez-vous? Que du mal. Ouais, j'ai pas de langue de bois, je suis désolée, je vais en vexer ou en choquer certains. Est-ce que vraiment quelqu'un qui arrête la cigarette et la remplace par la cigarette électronique devient non-fumeur? Ça, c'est une vraie question. Je continue et ça va rejoindre la question de Nathan. Mon dosage de nicotine, à partir du moment où dans mon liquide que je mets dans ma cigarette électronique, il y a de la nicotine, on va continuer à remplacer l'acétylcholine, à générer de la dopamine avec la nicotine, et c'est toujours ce cercle vicieux, en fait, c'est la même chose. Et puis, il y a cette dépendance au geste. Parce que finalement, mon geste avec ma cigarette standard, on va dire, et il existe avec ma cigarette électronique. Donc du coup, j'ai cette dépendance au geste. Alors, ce geste, il a de l'importance parce qu'il est de lien avec la bouche. Alors c'est pareil, on pourrait en parler très très longtemps, c'est le lien avec l'oralité. L'oralité, c'est tout ce qui rassure un enfant. Le stade oral, hein, déjà l'enfant, hein, son premier contact ou un de ses premiers contacts avec la bouche, c'est le sein de la mère pour téter, ou c'est le biberon si maman allaite pas. Mais en tout cas, la succion est quelque chose qui rassure. C'est un moment rassurant. On voit la tétine de l'enfant, hein, on voit...
vous avez peut-être déjà vu, tout comme moi, c'est l'enfant il se met à pleurer parce qu'on le fait, boum, on lui colle la tétine dans la bouche, hein, c'est le bouchon et ça rassure. Ou il va téter son pouce quand il a besoin d'être rassuré, ou il va téter son doudou. Donc le lien à l'oralité, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un être humain. Finalement, la cigarette que j'amène à la bouche, c'est comme si je n'avais pas lâché ma tétine. Un peu comme un doudou finalement. Exactement. Il y a un livre très intéressant hein, qui s'appelle Le doudou tabac. Mon doudou tabac, oui c'est ça, qui parle justement de ce lien, de ce côté rassurant. Et bien ma cigarette électronique, elle a la même chose en fait. Alors ce qui est terrible en plus avec la cigarette électronique, j'ai envie de dire que la dépendance, elle est encore plus importante. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage, Sandrine, des gens qui fument la cigarette électronique, mais alors c'est extraordinaire parce qu'ils l'ont 24/24. Ouais. Non bon, pas quand ils dorment. Mais une cigarette électronique, ça s'écrase pas. Autant le fumeur, il va écraser sa cigarette, il ne va pas forcément en rallumer une tout de suite. Celui qui fume la cigarette électronique, vas-y que je tire dessus tout le temps en fait. Et puis on fait des choses magnifiques de design, enfin il y a des boutiques. Qu'est-ce qu'elles sont belles! Oh ouais, on a exposition, oui, c'est des œuvres d'art. Hein. Mais il y en a des magnifiques. Ouais. Ça attire, hein. Ça attire l'œil, ça attire la personne, ça fait classe. De plus en plus de jeunes commencent à fumer avec la cigarette électronique. Parce que ça fait bien. Donc, j'ai envie de dire que oui, si vous mettez, Nathan, 2 grammes de 2 mg, je crois qu'il n'y a pas 2 mg de nicotine dans la cigarette électronique, ou 6, ou 12, ou 14, effectivement, on va dire qu'il y a moins de... on génère moins de dopamine avec 2 mg qu'on va en générer avec 14. Mais ça n'empêche que la nicotine va continuer à aller se fixer sur les récepteurs. Donc finalement, c'est la même chose. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il y a dans ces cigarettes électroniques, finalement, dans ces produits Alors, est-ce qu'on le sait exactement? Oui, il y a certaines personnes qui le savent exactement, ce qu'il y a dans le produit. Moi, je ne suis pas sûre qu'on sache réellement tout ce qu'il y a dans le produit. On va très certainement, dans les années à venir, découvrir. Hein. Mais vous savez qu'en fait, la cigarette électronique, elle est arrivée dans nos vies il y a à peu près 15 ans. 15-20 ans, elle a commencé à arriver. Aujourd'hui, elle fait un grand boom. Effectivement, comme vous disiez, c'est quasiment une œuvre d'art, hein, c'est magnifique. Mais le brevet de la cigarette électronique, il date de 1969. Ah tiens. Ouais. Pourtant, on a entendu parler que dans les années 70, 73 même, quand on a commencé à dire que c'était un bon moyen d'arrêter. Oui, tout à fait. C'est même beaucoup plus tard que ça, Sandrine. Ah, oui. Ouais. Mais vous savez qui c'est le brevet de la cigarette électronique? Non. C'est Philip Morris. Ah. Quel heureux hasard. Fallait bien anticiper car à un moment donné, quand même, les gens ils allaient plus être dupes, qu'ils allaient arrêter de se ruiner la santé avec la cigarette, hein, qu'ils allaient bien découvrir quand même que c'était pas très bon. Donc du coup, hop là, on a trouvé un substitut. Donc Nathan, je sais pas si je réponds à votre question, mais le dosage de nicotine, de toute façon, à partir du moment où il y a dosage, c'est pas bon. Et puis la cigarette électronique sans nicotine, là, il faut aller travailler la dépendance au geste, au fait d'être rassuré, au fait de penser qu'on est déstressé. Là encore une fois, hein, on est sur le même registre de la cohérence cardiaque. La cigarette électronique, je la fume de la même manière qu'une cigarette, je tire dessus, je garde et je souffle. Donc à un moment donné, voilà, est-ce que je suis non fumeur parce que je fume la cigarette électronique? Personnellement, je vais répondre non. Mais au centre, on fait du sevrage de cigarettes électroniques aussi. D'accord, très bien. Alors Corinne, vous nous avez bien décrit la préparation, les 21 jours, la séance de 2 heures, mais après, le client, il est lâché, il se débrouille tout seul. On s'en fiche. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Le client, le consultant, nous on appelle le consultant, hein, il n'est pas lâché. Alors déjà, le praticien qui a accompagné le consultant dans ce sevrage tabagique est disponible par téléphone, par mail, pour continuer à accompagner s'il y a besoin. À l'issue de la séance, le consultant il va recevoir aussi 2 audios de la part de son praticien préféré, 2 audios qui vont pouvoir les accompagner hein, pour le détendre ou pour le sevrage, enfin peu importe. Et puis s'il a besoin, bien sûr, le consultant il peut être écouté et entendu par le praticien. Alors si effectivement c'est un appel pour dire qu'il s'est cassé un ongle, on ne va pas lui répondre, mais s'il a besoin de soutien, on est là. Les praticiens sont là.
Et puis, il y a parfois besoin pour certaines personnes d'une séance de renforcement. C'est aussi proposé au centre pour aider les personnes qui sentent qu'à un moment donné, c'est un peu fragile, ils vont recraquer ou parce qu'il y a un contexte de vie qui fait que… ce qu'il faut savoir, c'est que la cigarette, c'est blanc ou noir. Hein. C'est-à-dire que c'est je fume ou je fume pas. C'est pas je vais en fumer. Tiens, allez, je vais voir si ça a marché, je vais en fumer une pour tester. Ben, il y a de fortes chances, si j'en fume une pour tester, que je replonge en fait. Donc, pour éviter d'être un peu trop rebelle hein, dans ces cas-là et un peu trop tiens, je vais voir si ça a bien marché, j'en fume une. Au secours, quoi. Donc, non, il n'est pas lâché dans la nature. Les praticiens, ils sont là. Ok. On a fait un super état des lieux et je pense qu'on a appris pas mal de choses avec toutes ces réponses. Merci. Et avec plaisir. Concrètement maintenant, comment je fais pour prendre rendez-vous avec un praticien du SEAT? Ah bah alors c'est tout simple. À la fin du live, hein, vous allez avoir, et là j'en profite pour remercier Laurent Sigvald qui est derrière sa super console machine avec tous ses écrans et qui nous a mis je ne sais combien de caméras. Voilà, Laurent qui est là, qui nous accompagne sur ce direct, ce streaming. À la fin, vous allez avoir un super visuel avec toutes les coordonnées du centre. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 07 56 80 55 00. Il y a Doctolib, c'est la plateforme sur laquelle on peut prendre rendez-vous directement. Donc vous allez sur Doctolib et vous tapez CEATH et vous allez tomber effectivement sur le planning des praticiens. Vous pourrez choisir votre praticien ou prendre première disponibilité si vous n'avez pas de choix particulier. Et puis après, nous on est présent, le centre CEATH sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, c'est tout nouveau. Sur Twitter, je crois que j'ai fait le tour, c'est tout. Facebook, ouais. Puis là, il y a la chaîne YouTube, alors sur laquelle on devait faire ce live, mais YouTube nous a fait une petite surprise. En fait, je savais pas, hein, ça c'est ma faute, que quand on voulait faire son premier live, il fallait s'inscrire 24 heures avant. Alors effectivement, quand moi je m'inscris 3 heures avant, alors la chaîne YouTube elle existe, hein, mais pour faire un live, ils m'ont dit non. Alors j'ai essayé de négocier avec l'ordinateur, hein, mais il a continué à me dire non, c'est 24 heures. Bon, donc on s'est dit deux solutions, soit on reporte dans 24 heures, soit on fait le live sur Facebook. On a pris la décision de le faire sur Facebook. Voilà, et puis il faut pas hésiter à appeler, à demander des renseignements, à envoyer un mail, à envoyer un MP. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre si vous avez envie d'avoir des infos supplémentaires, si on n'en a pas assez dit là et s'il y a encore besoin d'être assuré. Mais je crois qu'il va y avoir tout un temps aussi de questions là à la fin du live, hein, si les gens en direct avaient des questions. Et puis moi j'en ai reçu quelques-unes hein, par SMS ou par mail ces derniers jours, hein, depuis qu'on a annoncé le live. Donc on va aussi prendre le temps d'y répondre, si j'ai répondu à toutes vos questions, Sandrine. Ouais, merci beaucoup Corinne de votre accueil et de toutes ces informations. Avec grand plaisir. Et j'espère que derrière votre écran, vous allez prendre cette merveilleuse décision pour vous, en fait, simplement de vous libérer de cette cigarette hein, et de cet esclavagisme, parce que c'en est un, hein, finalement. Dernière chose importante, oui. Ça coûte combien? Hyper cher. La qualité, ça se paye. Non, alors, je plaisante en disant hyper cher. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, je disais qu'un fumeur, une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour dépense 300 € par mois. J'ai des gens qui appellent au centre, qui m'ont au téléphone, qui, quand je leur annonce, je vais vous le dire, hein, le prix, hein, j'ai pas de langue de bois, je vous l'ai dit. Hein, quand je leur annonce leur prix, ils me disent « Ah, c'est hyper cher. Ok, combien de cigarettes fumez-vous par jour? 2 paquets. Ok, vous avez fait votre budget mensuel? Ouais. C'est combien? 200? Non, c'est 600 € si vous fumez. C'est marrant, il y a une amnésie de combien je dépense. Pourquoi? Parce que je ne le dépense pas en une seule fois. Ouais. Quand je vais chez mon marchand de tabac préféré, hein, je lui donne 10 € par 20 €, machin, mais ça ne fait pas le même package. Donc, quand on pouvait prendre conscience finalement que donc, la séance est à 250 € pour se libérer définitivement, puisque nous, notre objectif, ce n'est pas une liberté pour le mois de novembre. Hein. Notre objectif, c'est que les personnes arrêtent définitivement de fumer. C'est-à-dire que c'est une liberté pour toute sa vie. Donc, allez, je prends un paquet par jour, 300 € par mois, 3600 € par an d'économiser contre 250 € effectivement pour se libérer. À un moment donné, la balance, la bascule. Ok. Voilà, donc le coût c'est 250 € pour qui comprend bien sûr tout l'accompagnement.
Du début à la fin. Du début à la fin, du premier entretien téléphonique jusqu'aux audios, jusqu'aux éventuels entretiens après pour rassurer la personne si elle en a besoin. Merci infiniment. Alors cette émission, vous pourrez, si vous avez envie de la revoir ou de la partager à des amis fumeurs, parce qu'une bonne idée, ça se partage, elle sera disponible en replay sur YouTube et puis peut-être sur Facebook, alors c'est ça? Sur Facebook, en replay, on va la mettre sur la chaîne YouTube également, donc effectivement elle sera disponible. Et du coup, je pense que, oui Franck, je vois qu'il me fait des signes, on va passer aux questions. On a des questions. On va passer aux questions. Merci Sandrine. Et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres qui arrivent en cours de route, là, il n'y a pas de souci. Franck? Ça y est, c'est à moi. Alors, moi, j'ai des questions, évidemment. Je commence par un MP qui est tombé tout à l'heure. Je ne fume que 2 cigarettes par jour. Je ne suis pas vraiment fumeur, n'est-ce pas? Ah. Pardon, comment s'appelle la personne qui écrit? C'est Samy. Samy, qui pose cette question. Samy, pardon, excusez-moi Samy, si vous êtes fumeur, voilà. Même si vous ne fumez que 2 cigarettes par jour, vous êtes fumeur. Qu'est-ce que ça voudrait dire être fumeur ou pas être fumeur? À partir du moment où on fume, on est fumeur. Que ce soit 10 cigarettes, 2 cigarettes, 1 cigarette par semaine, vous êtes fumeur. Donc effectivement, c'est peut-être des cigarettes dont il est plus difficile de se débarrasser, parce que peut-être ce ne sont que des cigarettes que vous estimez être plaisir. Ça n'empêche que ce sont 2 cigarettes qui ont toutes les deux 4000 substances toxiques, donc qui font du mal à votre corps. Alors moins rapidement peut-être, ça dépend de votre santé aussi, de vos fragilités, moins rapidement que 25 cigarettes dans la journée, mais ça n'empêche que ces 2 cigarettes, elles existent, elles sont nocives. Voilà. Je vais rebondir là-dessus parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné une jeune femme sur l'arrêt du tabac qui était enceinte. Donc elle vient pour cet arrêt du tabac et elle me dit je viens contre l'avis de mon gynéco. Je dis bon, vous venez contre l'avis de votre gynéco? Oui, parce que mon gynéco a dit qu'il était mieux pour mon bébé que je continue à fumer 5 cigarettes par jour. C'était moins nocif que le stress que j'allais enclencher si j'arrêtais de fumer. Les bras m'en sont tombés. Je suis presque restée sans voix et j'ai dit mais vous êtes venue quand même. Elle me dit oui parce que franchement avec ce que j'entends sur la cigarette, comment ça passe dans le sang et du coup le cordon ombilical, le placenta, etc., les échanges sanguins avec le bébé, j'ai pas du tout envie d'intoxiquer mon enfant. Et effectivement, que ce soit 2, 5, 10, 15 ou 25 cigarettes, elles sont de toute façon nocives pour le corps. Donc pardon Samy, oui, vous êtes un fumeur. Mais vous savez comment ne plus l'être. C'est la bonne Merci nouvelle. Sandrine, c'est la bonne nouvelle. D'autres questions? Ouais, j'ai une autre question. Je continue sur les MP pour commencer. Il y a Christian qui nous pose la question. Voilà, après 3 arrêts, à chaque fois, la première cigarette que je fume, elle est vraiment horrible. Et pourtant, j'y retourne. Pourquoi? Ah, la fameuse première cigarette qu'on refume. Je comprends tout à fait ce que vous dites, Christian, parce que quand j'avais arrêté de fumer 10 ans, la première cigarette que j'ai refumée, elle était, pardon pour le mot, mais absolument dégueulasse. Mais c'était immonde, c'est-à-dire que je l'ai senti passer, là ça a brûlé ma gorge, elle avait un goût super désagréable. Au final, quand on pense qu'il y a du goudron, de l'arsenic, etc., ça peut être très étonnant, de l'acétone, ça peut être très étonnant qu'elle ait un mauvais goût. J'ai eu la tête qui tournait, la nausée, envie de vomir, on va être très clair. Elle était vraiment immonde et pourtant le lendemain je suis retournée, moi aussi Christian, acheter mes paquets de cigarettes et j'ai recommencé à fumer. Qu'est-ce qui fait que cette cigarette, alors c'est le cas quand on reprend la cigarette au bout d'un arrêt, ou c'est le cas de la première cigarette qu'on fume. Très souvent, à 90% quand même, les gens se souviennent de leur première cigarette, même si elle était à 14 ans et qu'ils en ont 60, c'est très surprenant, mais c'est le cas. Pourquoi? Elle n'est pas bonne parce que c'est un signal d'alerte. Le corps, qui est très intelligent, qui est programmé pour aller bien, qui est programmé pour nous protéger, notre conscient, notre inconscient spécifiquement, qui est programmé aussi pour nous interroger, il fait « Allô, attention, t'es juste en train de de la merde dans ton corps ». Et il nous donne ce signal d'alerte, parce qu'effectivement, il sait, lui, que ce n'est pas bon. Donc, elle est immonde, cette cigarette. Elle fait tousser, la tête qui tourne, on a la nausée, on la sent passer, enfin, c'est vraiment très désagréable. Et puis, comme on continue à la fumer et que généralement, on a commencé à l'adolescence, ça fait bien.
Ça fait bien, on fait grand, on appartient au groupe, on se sent accueilli dans un système, c'est chouette. Et du coup, cette cigarette, finalement, l'inconscient, il commence à dire, en fait, tu te sens bien depuis que tu la fumes, parce que du coup, tu fais partie des grands, toi que tu te sentais un petit peu exclu, enfin, je ne sais quelles circonstances. Hein. Et du coup, ça modifie en fait la perception, donc elle devient pas désagréable. Pourtant, on se remet toujours la même merde dans le corps. Hein. Il y a toujours le goudron, l'acétone, etc. Et quand on a nettoyé son corps, quand on a arrêté plusieurs fois, mais c'est le cas même, moi j'ai eu, avant de vraiment complètement réarrêter, j'ai eu des périodes de 3 jours, 4 jours où je fumais pas, et puis au bout de 4 jours, j'en reprends une. Même celle-là, au bout de 4 jours, elle n'est pas bonne. Parce que mon corps, il a déjà commencé à se nettoyer. Et que du coup, mon inconscient, il a déjà compris que ça était en train de me faire du bien. Du coup, d'arrêter de fumer, de plus avoir cette cigarette. Donc, dès que j'en reprends une, il fait « Allô, signal d'alerte, m'aider, attention, danger, c'est pas bon ». C'est pour ça qu'elle n'est pas bonne, cette cigarette. Parce que réellement, elle n'est pas bonne pour la santé. Donc, elle prend ce goût. Enfin, elle ne le prend pas, elle l'a. On a vraiment ce goût immonde qui est démultiplié au moment où on fume cette première cigarette ou qu'on refume une cigarette quand on a fait du bien à son corps. Tout simplement. Il y a d'autres questions Alors, j'en suis à... Pour les MP, là, pour l'instant, ça va. Il y a une question SMS. Alors, elle est d'Inès. Je voudrais arrêter de fumer, mais continuer juste les cigarettes en soirée. Est-ce que c'est possible? Non. Aïe, au secours. Non, c'est pas possible. C'est soit je fume, soit j'arrête de fumer, soit je suis fumeur, soit je suis non-fumeur. Parce que si vous, effectivement, vous fumez une cigarette de temps en temps... Alors, il y a des personnes qui arrivent. Il y a à peu près 2% de la population, enfin des gens qui fument, qui arrivent à en fumer une de temps en temps. Voilà, ils y arrivent. Mais c'est 2%, ça veut dire que 98 autres %, c'est pas possible parce que plus on va fumer, plus on va déclencher, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette nicotine qui va se fixer sur les récepteurs, qui va déclencher la dopamine. Dopamine égale plaisir, l'être humain il a envie de se faire plaisir, cette dopamine elle est essentielle dans le corps. Du coup, les récepteurs vont se multiplier et je vais avoir besoin de plus de nicotine. Donc c'est pas possible d'arrêter les cigarettes quotidiennes et de garder que les cigarettes dites plaisir en fait. Donc ouais, je sais que c'est la demande qu'on a de certains consultants. Moi, je veux garder les cigarettes festives. Non, en fait. Là, c'est soit tu décides d'arrêter, soit tu décides de continuer. C'est ton choix, c'est pas un problème pour moi. Mais en tout cas, on sait pas une demi-mesure. Il n'y a pas de notion de gris. Il n'y a pas de variante de gris dans l'arrêt. Ouais, ça demande une vraie décision en fait. Une vraie décision et complète. Après, on peut prendre le risque d'essayer de voir si on fait partie de 2% qui y arrivent. Pourquoi pas? Après, c'est la décision de chacun. Moi, là-dessus, j'ai l'expérience de ce que c'est, par rapport à mes consultants que j'ai reçus, par rapport à ma propre expérience. Maintenant, si les gens ont envie de tester, testez. Alors moi, le conseil que je donne, c'est d'arrêter complètement, quoi. Et pas de jouer avec le feu. Donc, on jette le briquet. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Une question de Camille. Alors, elle précise qu'elle a 22 ans. Ça vaut le coup d'arrêter à mon âge? Ou est-ce qu'il faut que j'attende encore? Bon, Camille, si vous avez écouté tout ce live, je crois que vous avez déjà la réponse. Oui, bien sûr que ça vaut le coup et ça vaut encore plus le coup. De toute façon, à votre âge, c'est qu'à un moment donné, effectivement, vous avez 22 ans, vous commencez déjà à vous pourrir la santé. Je ne sais pas où vous habitez, Camille, mais bon, déjà en région parisienne, on a la pollution. En banlieue, on a les avions qui nous lâchent le kérosène. Dans l'alimentation, on a plein de pesticides. Ça va, on se met suffisamment déjà de trucs un peu pas du tout bons dans le corps. 22 ans, oui, bien sûr que ça vaut le coup. N'attendez pas. Enfin, je veux dire, si vous êtes prête, si vous avez envie, vous voulez attendre quoi? D'avoir 30 ans, 40 ans voilà. Alors effectivement, il y a certaines personnes qui aujourd'hui ont le déclic, l'arrivée de la cinquantaine, c'est « Ah là là, je vais avoir 50 ans, donc j'arrête, c'est génial, c'est top, et mieux vaut tard que jamais », c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais vous avez 22 ans, bien sûr, foncez, arrêtez de fumer, c'est génial. Il n'y a pas d'âge pour la liberté? Ah non, ça c'est clair, on est bien d'accord, il n'y a pas d'âge. D'autres choses, Franck? D'autres questions? Oui, j'en ai une dernière là, celle-ci est de Kamel. Qu'est-ce que vous pensez des patchs? Qu'est-ce que je pense des patchs?
Alors, je vais refaire une réponse normande. Si les patchs sont utiles pour certaines personnes, pour les accompagner, c'est plus facile pour elles d'arrêter de fumer, c'est génial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si effectivement on abandonne son patch au fur et à mesure et qu'on a on en a fini avec cette cigarette, c'est top et c'est génial. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les études montrent que l'arrêt du tabac effectif et définitif, c'est 5% avec les patchs de réussite. Ouais. Alors c'est toujours 5%, hein. On ne va pas cracher dessus. C'est pas 0, c'est 5%. C'est entre 5 et 7 en fonction des études, voilà, parce que ça dépend aussi qui commande les études. Moi, j'ai envie de dire que je me suis toujours posé la question de comment un produit, à savoir la nicotine, parce qu'on nous dit que la nicotine est toxique, que c'est une addiction, que c'est un produit nocif. Comment la nicotine peut à la fois être un médicament quand je l'ai dans ma cigarette, un poison quand je l'ai dans ma cigarette et un médicament quand c'est dans mon bras, sur mon bras. Je dirais, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne colle pas. Dans ce cas-là, je suis très circonspecte par rapport au patch. Nous, on conseille absolument pas les patchs. On conseille absolument pas tous les substituts nicotiniques, que ce soit les gommes, que ce soit les sprays, parce que maintenant il y a des sprays en nicotine. On conseille pas la cigarette électronique. À un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, en 24-48 heures, il n'y a plus de nicotine dans le sang. Donc pourquoi on va s'en remettre un sur le bras, en fait, direct dans le sang, quand même. En fait, on conseille le CEAT, quoi. En fait, c'est un peu ça. Alors, on conseille le CEAT, bien sûr, parce qu'on va prêcher pour notre chapelle, évidemment. C'est la méthode qui a été mise en place. On conseille effectivement toutes les méthodes aussi, toutes les méthodes naturelles. À un moment donné, il est possible de se libérer de la cigarette autrement que par des produits de la pharmacie, autrement par que de la nicotine qu'on va se recoller sur le bras, autrement que de la nicotine qu'on va remettre dans sa cigarette électronique, et tutti quanti. Donc, il y a des méthodes naturelles aujourd'hui qui sont hyper efficaces. Il y a, pour certaines personnes, qui vont utiliser l'acupuncture, ou il y en a d'autres qui vont utiliser les aimants. Ce sont des choses qui ne sont absolument pas nocives. Et ça fonctionne. Vous disiez, c'est redonner le pouvoir à la personne sur son propre corps, finalement. Exactement, c'est ça. Utiliser ses ressources. Complètement. Quelle que soit la méthode. Exactement, mais voilà, il y a plein de choses qui existent de manière naturelle. Oui, on peut continuer à mettre des produits toxiques et chimiques dans son corps si on veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, les patchs, moi, je ne suis pas complètement convaincue voilà, il suffit de voir les stats, entre 5 et 5% de sevrage tabagique réussi avec des patchs. C'est quand même pas énorme. Quand nous, on annonce, chiffre à l'appui, qu'on est à 95% de réussite en une séance, je dirais, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, quoi, voilà, mais effectivement, j'ai envie de dire que on propose une méthode qui est naturelle, où on ne va pas aller engager la personne à aller acheter un produit dans une pharmacie ou une parapharmacie. Quelque part, si les personnes n'achètent pas le produit, c'est un manque à gagner pour ces industries qui ont créé ces produits-là. Donc, ils ne vont pas forcément nous aimer, parce qu'à un moment donné, le fumeur, c'est aussi un tiroir casse. Le pauvre fumeur qui essaye d'arrêter en vain, on va lui inventer les patchs, on va lui inventer les machins à mâcher, on va lui inventer le spray, on lui invente la cigarette, on lui en fait des très sympas. Et puis finalement, c'est un peu un pigeon. On le pigeonne à lui faire dépenser de l'argent régulièrement. C'est intéressant qu'ils reviennent, oui. 5% de réussite, effectivement, tous les ans. Allez, le mois sans tabac, allons-y gaiement, on va retourner au patch, quoi. Ou alors, le 1er janvier, on va retourner au patch. Enfin, voilà, on va y aller. Et puis, de façon récurrente, tous les ans, comme ça, on va aller redébourser un peu d'argent. Alors, je sais, on va me répondre, c'est remboursé par la Sécu. Ok, la Sécu, c'est qui? Bon, c'est un autre débat et un autre sujet. C'est un petit peu comme le sujet de l'alimentation. Ce que j'explique aux consultants qui veulent
qui veulent mincir, c'est à un moment donné, si effectivement les gens prenaient conscience qu'ils mangent trop et que le corps n'a pas besoin de manger 3 à 4 fois par jour, comme c'est gentiment dit par un certain nombre de médecins, nutritionnistes, diététiciens, etc., on irait moins dans les supermarchés, on irait moins acheter à manger. Moi, je ne suis pas sûre que les industries agroalimentaires seraient très contentes qu'on achète moins leurs produits, parce qu'il y aurait un manque à gagner. Et si 68 millions de Français arrêtaient de manger parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger 3 pains par jour et qu'ils mangeaient de manière intuitive, ça ferait un sacré manque quand même. Un bébé, il mange de manière intuitive. Il mange pas un bébé à l'été. Donc voilà. Donc ça fait partie effectivement des choses dont il faut réfléchir, auxquelles il faut réfléchir, c'est quel est l'intérêt d'aller acheter ce patch et pour qui est l'intérêt. Sachant que j'ai 5 à 7% de chances que ça marche. Alors, c'est bien, c'est toujours ça. Ouais, finalement, s'informer et décider pour soi ce qui est le meilleur. Exactement. C'est tout à fait ça. Il y a d'autres questions, Franck ? Écoute, non. Ok, super. Parfait. Il me reste On a fait le tour, à vous souhaiter une bonne soirée. À vous remercier, Corinne. Merci à vous, Sandrine, pour toutes ces questions super intéressantes. Moi, je veux vraiment en profiter aussi pour remercier Franck, qui a été du coup en réception des messages. Remercier à nouveau Laurent, sans qui ce live, Laurent Sigvald, LS. Alors, L-Stream, c'est ça, Laurent? Oui, L-Stream. Sur Facebook aussi, LS Photographe, qui nous accompagne et qui m'accompagne maintenant depuis des années dans tout ce qui est hypnose à tous les niveaux. Donc merci infiniment Laurent, parce que c'est un gros travail d'installer toutes ces trucs. On se croirait vraiment dans un studio télé, c'est génial. Donc merci beaucoup Laurent, merci Sandrine. Merci. Pour votre présence. Avec plaisir. Et puis toutes ces questions super intéressantes sur le centre. Et puis il y a une main qui se lève là-bas, donc Franck. Je veux dire que, alors il y a 16 minutes, je vois ça. Nathalie dit bisous ma sœur. Alors moi n'ayant pas de sœur, c'est votre sœur à vous. Ok. C'est les aléas du direct. Mais c'est génial, je trouve ça super, mais j'ai pas de sœur, donc le bisou n'était pas pour moi. Mais vous en aurez plein, Corinne. Excusez-moi, on a passé ce moment ensemble, et du coup, voilà, on se croit à la maison. On est comme à la maison, on est bien avec les plantes vertes, tout ça. En tout cas, voilà, j'ai envie de dire aux gens qui ont encore des doutes, qui ont encore des craintes, réfléchissez. Prenez le temps de prendre soin de vous poser les bonnes questions. Vous pouvez me contacter, parce que si vous appelez le 07 que vous allez avoir à la fin ou que je vous ai donné tout à l'heure, vous tombez sur moi directement. Laissez un message, parce que parfois, et très souvent d'ailleurs, je suis en consultation. Donc bien évidemment, quand je suis face à un consultant, je ne réponds pas au téléphone. Laissez-moi un message, je vous rappelle le plus rapidement possible. Je prends le temps d'échanger avec vous pour rassurer aussi certaines craintes qui peuvent rester. Et croyez bien une chose, si les craintes vous les avez aujourd'hui, avant votre arrêt du tabac, je les ai eues à un moment donné aussi. Donc je sais parfaitement ce que vous êtes en train de vivre, je l'ai vécu, mais c'est possible. Belle soirée à tous. Prenez votre santé en main surtout, et libérez de tout ce qui vous encombre, et surtout libérez-vous de la cigarette. Merci Sandrine, bonne soirée à tous.